Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, e-radio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et immédiat.sn, votre site de référence, premier dimanche du mois de juillet 2022. Nous avons le plaisir de recevoir Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center et médiateur avec Babacar Ngom. On peut le présenter ainsi aujourd'hui. Médiateur avec Babacar Ngom du secteur privé, que tout le monde connaît aussi, entre le pouvoir et l'opposition. Mais Alioune Tine, on va commencer par nous incliner devant la mémoire de Madiène Diouf, ancien ministre, ancien député, ancien maire de Kaolack, décédé. Vous l'avez connu, un témoignage sur lui? Madiène Diouf, c'est d'abord un grand intellectuel. Madiène Diouf, c'est comme un parent. C'était un ami intime de mon beau-père, Badara Faye. Ils ont fait les classes ensemble. Et Madiène, mon maman Jabar, lui qui m'a... C'est mon goro. Et en même temps, la maison que je fréquentais à Kaolack, juste en face, c'est comme des voisins. C'est un homme d'une générosité extraordinaire, d'une bonté extraordinaire. Il est parti à la suite d'un malaise. D'un malaise. Oui. Et selon les témoignages des responsables de l'AFP, il venait de rencontrer même le président Moustapha Niasse. Justement, c'était mon point d'entrée à l'AFP. De se retirer quand j'arrivais même politique, dans les coalitions de partis à l'époque, il arrivait, il me prenait, il me dit « Alioune, c'est mon goro ». Et il me présentait à tout le monde. Vraiment, je présente mes condoléances à toute sa famille, à ses enfants. Et vraiment, je souhaite que le bon Dieu l'accueille dans les jardins de Firdausi. Amin. Amin. Merci Alioune Tine. Alors, on va parler de votre médiation. J'ai dit médiation réussie et Cheikh Diouf, qui suit cette émission, qui dit « Mon œil ». Est-ce qu'on peut parler de médiation réussie entre le pouvoir et l'opposition, vous, Babacar Ngom et d'autres acteurs de la société civile? Disons que c'est un concours de circonstances. Nous, on a surveillé la situation depuis bien avant même la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons quand même alerté en disant que la décision du Conseil constitutionnel ne devrait pas entraîner, avoir pour conséquence les violences, avoir pour conséquence aussi ce qu'on peut apercevoir comme, si vous voulez, un recul de la démocratie. Parce qu'en réalité, c'est un juge politique, c'est un juge également dont le souci majeur est l'intérêt commun, l'intérêt public, la stabilité, la paix. Ce qui est arrivé. Pour beaucoup de choses d'ailleurs, je pense qu'il y a les textes et je pense qu'il y a les organes de régulation. Hier même, nous avons commencé à rencontrer les coalitions et discuter, qui sont d'accord pour dire qu'il faut revoir tout ça. Donc la médiation, nous on a commencé, disons, à rencontrer Yewwi, c'était le 23, avec Babacar Fall. On a commencé à discuter avec eux. C'était très dur. Du GRADEC. Oui. Voilà. Le 23 juin. Le 23 juin. Déjà. Ce qui nous ont donné le premier rendez-vous. Et c'était très dur. Bon, après on est allé rencontrer, on a demandé à rencontrer le président qui voyageait et qui nous a mis en contact avec le ministre de l'Intérieur. Et je pense que le lendemain, Babacar m'appelle chez moi. Il me dit, Alioune, j'aimerais bien qu'on se voit. Je lui dis, mais il n'y a aucun problème, demain je passe prendre le petit déjeuner chez toi. Donc Babacar, je le connais depuis 2012. Babacar Ngom cette fois-ci. Voilà, Babacar Ngom, je connais. Et j'arrive, on prend le petit déjeuner, il me dit, Alioune, moi j'ai envie d'aller voir le calife général des Mourides pour vraiment lui demander d'intervenir sur la situation. Et il me dit, vraiment, dans ma tête, il n'y a que toi. Avec toi, je voudrais aller pour qu'on parle avec le calife. J'ai dit, mais écoutez, moi, je voulais y aller et c'est fantastique, je suis prêt. Puis nous sommes partis et nous avons été très bien reçus. Vraiment, je vous ai dit, très bien reçus. Et discuter longuement avec le calife général, lui et moi. Le calife lui a dit, dès qu'il est arrivé, il lui dit, mais écoutez, si tu viens avec Alioune, je connais les fans de Alioune. Alioune, lui, il marche tout le temps pour la paix. Le calife qui a été d'une sympathie
avec des paroles très fortes sur Serigne Bamba et sur la paix. Et vraiment, nous sommes sortis tous les deux. On était très inquiets, mais nous sommes sortis soulagés. Et persuadés effectivement qu'on allait aboutir à une solution heureuse. Vous veniez de recevoir la bénédiction. Oh, on avait les bénédictions du calife qui était très content de cette mission, qui a béni cette mission. Et au retour, on était ensemble dans sa voiture, le ministre m'appelle. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, pour me dire, Alioune, donc je vous donne rendez-vous pour demain à 15h. J'ai dit, Babacar, écoutez, ce n'est pas un hasard. Toi, tu es du secteur privé. Maintenant, on va faire la médiation ensemble. Et puis, on avait déjà Eliman Diouf, qui est du CSA, oui, qui m'avait appelé pour dire, écoute, Alioune, nous, au syndicat, nous sommes extrêmement préoccupés parce que quand même, il y avait une tension à couper au couteau. Et Eliman Diouf, CSA, représentait les syndicats. Il y a eu Ndioro Ndiaye, la grande dame, qui travaille également sur les questions de paix, de sécurité. Et puis, il y a le NDI, le directeur Alain Ayadokoun, qui est... NDI, on les connaît parce que quand même, ils nous ont beaucoup aidés pour avoir le code consensuel de 1992. Les gens, ils l'oublient. Maintenant, il y a un bureau Sénégal du NDI. Et puis ensuite, bon, on a un peu élargi avec Cheikh Cissé, Cheikh Cissé, oui, du ONG 3D qui nous a rejoints. Donc, on a maintenant un bon groupe avec les différents segments de la société qu'on appelle ça les forces vives. Justement, qu'est-ce qui a été décisif? Parce qu'il y avait quand même une anxiété, une psychose par rapport à la manifestation de Yewwi du 29 juin. Manifestation interdite sur l'ensemble du territoire. On aurait pu dire, ah là, le clash risque d'arriver, mais après, Yewwi qui renonce à manifester. Qu'est-ce qui a été décisif dans cette médiation, écoutez, dans cette démarche en tout cas? Je pense qu'il y a... Nous, on a fait notre démarche, mais il ne faut pas négliger. Il faut prendre en compte vraiment une clameur globale. Il y a eu, de mon point de vue, les intellectuels qui ont réagi, avec les universitaires. Je dis que c'est ça la chance d'ailleurs. La presse aussi. La presse, oui. La presse qui est intervenue. Djamni, c'est pas... Oui. Qui commence à... Samedjikoyi. Le Mboup de Samedjikoyi. Oui. Il y a les Malik Mbaye. Donc, beaucoup sont intervenus. Mais il me semble qu'il y a eu une responsabilité éminente d'abord des autorités publiques qui ont quand même envoyé un message en libérant la plupart des députés qui étaient détenus et les militants. Je pense que ça a été un message. Un message pour dire, écoutez, on fait un pas. Yewwi, ils ont fait leur analyse, hein, indépendamment de tout ce qui s'est passé. Vous savez, même les vendeurs de moutons, Opération Tabaski, qui dit, écoutez, nous sommes là. Les examens à prendre en compte. Analyse du contexte. Du contexte. Ils ont fait une bonne analyse du contexte. Ils ont pris acte de l'analyse du contexte. Et également aussi, ils ont eu quand même un sens des responsabilités aiguës. Quand ils ont dit, mais tiens, on va aux élections avec la liste des suppléants. Mais en réalité, ça veut dire qu'on se conforme à la décision du Conseil constitutionnel. Il me semble que c'est un sens élevé des responsabilités de Yewwi, qui ont apprécié la situation, qui ont écouté également les populations, leurs préoccupations, qui ont écouté les autorités religieuses, la société civile. Tout cela, j'ai l'impression que c'est la marque aussi de la spécificité sénégalaise en matière de démocratie. On a tendance à dire l'exception sénégalaise. Voilà. Vous y croyez? Bon, d'autres qui disent, bon, on n'a rien de particulier, on n'a rien d'exceptionnel. L'exception sénégalaise a pris un coup de canif. Ça, il faut quand même le reconnaître. Réfléchir, voir quelles sont nos pathologies, parce que nous en avons. Nous en avons parce que nous avons, si vous voulez, une démocratie de conquête des libertés. Une démocratie où les gens
pour conquérir les libertés, conquérir les droits, il faut lutter, il faut se battre, il faut des morts. Ça veut dire c'est ça, c'est la régulation par la violence, par la catastrophe. Dès qu'on arrive au bord du précipice où on entre et puis on réfléchit et on change. Et il me semble que ce qui est le déficit profond de notre système démocratique, c'est la réforme. Alors, avant d'y arriver, un responsable du parti présidentiel a pourtant déclaré qu'il n'y a pas eu de médiation, que Yewwi a reculé. Lat Diop, pour ne pas le nommer, vous répondez quoi? Écoutez, ça c'est de la provocation, c'est dans le bon sens, de temps en temps, entre les partis politiques, c'est un point de vue politicien. Mais je pense que des deux côtés, les gens ont apprécié la situation, l'État a apprécié la situation. Ce n'est pas par hasard qu'on a libéré tout le monde avec, si vous voulez, des décisions qui sont, de mon point de vue, symboliques. Mais on a libéré tout le monde. Et également, il y avait une situation, la Tabaski arrive, il y a des problèmes. Les Sénégalais sont beaucoup plus préoccupés aujourd'hui par les préparations des Tabaski et autres. Oui. Et tout le monde, après quand même les manifestations du 17 qu'on a vues, avec les morts des gens, on se dit, écoutez, il y avait une tension qui ne préoccupait pas seulement les Sénégalais. Vous savez, nous, on a saisi quand même le rapporteur spécial des Nations Unies sur les manifestations. Les manifestations, quand même, c'est ce qu'on appelle un droit constitutionnel. C'est extrêmement important. Ça doit être la norme, ça ne doit pas être l'exception. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'opposition a été très légaliste par rapport à cette manifestation. On a même saisi le juge des référés, qui est le juge des libertés. Oui. Donc on a épuisé les voies de recours juridiques. Ça aussi, en matière de démocratie, il faut beaucoup l'apprécier. Et essayer de voir par rapport à tout ça, comment ne pas aller trop loin pour que l'état de droit ne succombe pas. Voilà. C'est ça le problème. Et l'état de droit, ce qui peut faire en sorte que ça tienne debout, c'est d'abord une justice qui doit être perçue comme une justice impartiale, comme une justice indépendante, et surtout sur les questions politiques. Et là, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir un grand magistrat qui s'appelle Cheikh Tidiane Lam l'autre jour. Oui. Et j'ai dit, tiens, on est en train de tenir le même langage. Et ce n'est pas n'importe qui. Et pour la première fois, on voit un magistrat qui parle de façon critique, qui parle bien, et pour faire avancer les choses. Ça, c'est très important aussi. Moi, je pense que les choses sont en train d'avancer. Les lignes sont en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Et ça va bouger. On est obligé de bouger ou de mourir. Justement, vous m'avez marché sur la langue. La campagne électorale s'ouvre dimanche, 10 juillet, en vue du scrutin législatif du 31 juillet, justement. Mais est-ce qu'on peut dire que le temps est véritablement à l'apaisement? Autrement dit, y a-t-il eu des concessions de part et d'autre pour aller vers une campagne paisible, un scrutin législatif paisible? Je pense qu'il y a eu quand même des concessions quand même qui sont remarquables. Hein. Ce sont des concessions de taille. Quand effectivement Yewwi disait on ne part pas sans la liste des titulaires et qu'ils disent maintenant nous partons avec les suppléants, je pense que c'est une concession de taille. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure effectivement la liste des suppléants peut être corrigée, etc., pour avoir quand même le même nombre que les titulaires. Je pense que ça, c'est des questions de détail sur lesquelles je pense que l'administration pourrait être sensible, ouverte et tout. Ouais. Mais pour le moment, je pense que c'est une concession de taille. Mais nous avons décidé, avec l'équipe qu'on a mise en place, de voir l'ensemble des coalitions, vraiment pour faire un plaidoyer pour des élections transparentes et des élections apaisées. On ne baisse pas la garde. Ouais, et quelle est la concession du côté aussi du pouvoir, en tout cas de la majorité? Hier, on a eu une très bonne discussion avec vraiment la majorité. Ah oui. Vous avez rencontré Benno aussi? Nous avons rencontré Benno. Nous rencontrons tout le monde. Nous avons pris contact avec les autres. Qu'avez-vous obtenu de Benno? Benno, il y a eu des recommandations fortes qui sont sorties hier de notre rencontre. J'ai été très agréablement surpris d'ailleurs. Quand ils ont dit il faut qu'on évalue ce qui s'est passé, qu'on examine
les textes. L'évaluation du processus. L'évaluation du processus à la pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger. Je pense que c'est très bien. Ils nous ont assuré aussi que s'il y a une charte de liberté, qu'ils sont prêts à signer des chartes pour effectivement la paix, ils sont prêts à signer cette charte. Mais bon, on a évoqué une chose, ils l'ont évoqué ensemble. Vous savez, en 2005, nous, on avait initié le pacte républicain. Et aujourd'hui, quand ils ont parlé de forum républicain, j'ai dit, bon, voilà, le pacte républicain, c'était de demander vraiment une réforme qui permette effectivement qu'on puisse avoir, par rapport aux principes, aux valeurs de la République, de la démocratie, je dirais même, et du social, une vision commune, partagée. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est le pacte républicain qui a donné par la suite les assises nationales. Et le pacte républicain était très consensuel parce qu'on y a discuté avec le pouvoir et avec l'opposition. Maintenant, moi je me dis, si nous voulons avancer, parce que quand même, j'ai comme l'impression que nous sommes une démocratie qui refuse de grandir. Nous devons passer le stade des transitions démocratiques des années 90 à vraiment autre chose. Parce que nous avons presque changé de société avec la société de l'information, où aujourd'hui même la qualité de l'intervention des politiques s'est dégradée. Et de plus en plus, on voit aussi des choses tout à fait, comment dirais-je, tout à fait bizarres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les insulteurs, les gens qui n'ont pas la légitimité pour prendre la parole, oui, qui deviennent des stars. Et à qui on déroule le tapis rouge. Et à qui on déroule le tapis rouge. De part et d'autre, il faut le dire. Voilà, récemment, ça c'est des pathologies. Le président de la République a reçu un insulteur connu et reconnu. Absolument. Comme l'opposition utilise également ces insulteurs. Exactement. Nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est une véritable dégradation de notre démocratie. Au moment où, d'ailleurs, ceux qui doivent parler, ils n'ont parlé que pendant la période de crise. Les universitaires, ceux qui savent, sous forme de pétition. Il me semble qu'il faudrait peut-être aujourd'hui que les télévisions, c'est extrêmement important parce que ça fait passer le message, oui, utilisent ces hommes de savoir de plus en plus et eux aussi qu'ils acceptent, parce qu'ils n'acceptent pas toujours de venir à la télévision, c'est rare. Ouais. Et il me semble que ça permettrait vraiment de relever le débat démocratique au Sénégal. Ouais. C'est important parce qu'on a vu quand même le texte de Ibrahima Fall, Doudou Ndoye, tout le monde est intervenu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif dans le contexte où nous sommes en train de vivre. Si nous pouvons et si nous savons tirer les leçons de ce que ça nous donne. Justement, parlant de Doudou Ndoye qui préconise un report des élections au moins d'une année. Bon, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique. La dynamique aujourd'hui, aussi bien pour Benno que pour Yewwi Askan Wi, c'est d'aller aux élections. Vous savez, Benno, comme on dit, Yewwi Askan Wi a été dopé. Et les autres acteurs disent d'ailleurs, mais pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes là, nous avons fait des investitures, on n'a pas eu de problème. Deux listes qui ont des problèmes, on veut tout remettre en cause. C'est Art Sénégal. Art Sénégal, oui. D'ailleurs, ils m'ont un peu attaqué, ce sont mes amis. Oui. Nous allons les rencontrer d'ailleurs. Très bien. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Mais quand on considère de façon globale, quand nous avons des contentieux comme ça, en réalité, on essaye de chercher l'intérêt commun. Et c'est toujours difficile. Et des fois, ça passe aussi par des sacrifices qu'il faut faire pour les intérêts individuels. Mais ce qu'ils disent sur les principes, ils n'ont pas tort. Je suis curieux de savoir, après quand même les sorties de professeur Ibrahima Fall, de maître Doudou Ndoye, qui ont dit que les décisions du Conseil constitutionnel et du ministre de l'Intérieur sont illégales. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut aller plus loin. Je suis curieux de savoir ce que vous appelez il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, ça veut dire qu'il est temps de réformer le Conseil constitutionnel. En 2011, quand le Conseil constitutionnel a pris sa décision, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Et en réalité, ça a créé une instabilité dans la durée. On assiste à la même chose. L'autre jour, j'ai écouté aussi le juge Cheikh Tidiane Lam qui dit qu'il faut créer une cour constitutionnelle. Il me semble qu'aussi, sur le plan des réformes, il faut aller plus loin. Et de mon point, la différence aussi, parce que souvent ça sort ici, cour constitutionnelle. C'est quoi la différence? La différence, de mon point de vue, c'est que la compétence est beaucoup plus large. Et si
les conditions de nomination permettent d'avoir des juges vraiment indépendants. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que si les juges sont complètement libérés pour parler du droit, et c'est ça le problème et le grand conflit que nous avons. Les professeurs d'université sortent pour dire le droit que nous enseignons, ce n'est pas ce qui est appliqué par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il faudrait qu'on crée les conditions pour que si on a des juridictions... Sauf aussi que le Conseil constitutionnel est composé aussi de professeurs de droit. Non, mais une cour constitutionnelle, il peut y avoir... Il y a des professeurs de droit, c'est ce que je veux dire. On a une composition mixte. On a une composition mixte. À proprement parler, d'ailleurs, ce ne sont pas des magistrats, les membres du Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas des magistrats. En réalité... Même s'il peut y avoir des magistrats. Même s'il peut y avoir des magistrats. Bon, oui. Mais disons, il faut à la fois créer des conditions pour que les nominations permettent à ces juges d'être vraiment indépendants, comme dans certains pays où pratiquement ils sont nommés à vie, et à partir de ce moment-là également où ils disent le droit. Ça veut dire que les décisions, et eux-mêmes, ils inventent un droit qui renforce la paix, qui renforce la sécurité, ça veut dire ils créent de la jurisprudence. Que la jurisprudence, voilà, une jurisprudence qui nous permet d'avancer, pas de reculer. Et une jurisprudence qui ne permette pas aussi l'instabilité. Mais en même temps, ça s'accompagne aussi par une culture de l'état de droit, de l'acceptation de l'état de droit. Et comme dit l'autre, le juge, c'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi, il a ses compétences, mais il peut se tromper. Même s'il se trompe en donnant une décision qui semble erronée, si on a la culture de l'état de droit, on peut le contester, mais on l'accepte. Les insulteurs, mais on a quand même entendu lors d'une manifestation un député, Cheikh Bara Dolly, tenir des propos. Aujourd'hui, il est incarcéré pour le délit d'offense au chef de l'État, avec le fameux article 80. Que pensez-vous de la situation de Cheikh Bara Dolly? Écoutez, moi, je condamne fermement et sans réserve ce qu'il a dit. Moi, j'ai toujours contesté l'article 80. Je pense qu'on ne peut pas mettre Cheikh Bara Dolly en prison pour ça. Je pense qu'il faut réexaminer ça. Il faut éviter, et c'est ça, hein, quand j'ai regardé cette réunion publique, ce meeting, bon, j'ai été très surpris. Il y avait énormément de monde, c'est pour dire nous avons la force. Et ensuite, il y a cette sortie tout à fait inopportune, vraiment condamnable sur toute la ligne. Mais de mon point de vue, et je le dis tout le temps, hein, il faut qu'on trouve d'autres moyens de punir que de mettre quelqu'un en prison et de l'humilier comme on l'a fait vraiment en prison, dans une salle où il y a 5 personnes. Derrière Cheikh Bara Dolly, il faut voir l'institution parlementaire. Et c'est extrêmement important. Moi, je ne suis... Et qui doit également soucieuse de l'institution, qui est le président de la République. Comment arriver justement à inculquer cela? C'est une très bonne question. Oui. C'est ça que j'appelle la culture parce que les institutions de l'état de droit d'égale dignité, les institutions parlementaires, les institutions président de la République. Je dis tout le temps, je le dis depuis le temps de Wade. Oui. Je dis, si vous prenez des pierres pour casser, si vous voulez, le symbolisme de l'institution présidentielle, même quand vous venez vous le réincarner, vous l'aurez détruit. Absolument. Et ça se retournera aussi contre vous. C'est deux choses qu'il faut faire. L'institution présidentielle est une institution éminente. Celui qui l'incarne doit l'incarner de manière effectivement à le placer à un niveau où il ne peut pas être atteint. Absolument. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous êtes à la fois président de la République et également président, disons, d'une coalition politique, c'est un conflit d'intérêts. Et Bara Dolly a joué sur ça. Il dit, mais je ne me suis pas adressé au président, je me suis adressé au président de la coalition. Ça fait partie de ce que vous appelez aller plus loin. Vous pensez qu'il faut... Il faut réformer. Et réformer et protéger le président de la République, c'est en réalité de lui dire de ne pas être président d'un parti.
Et on a des difficultés à régler cette question au Sénégal. Très bien. Alors, une question technique de Oumar Modisso. Nous saluons au passage celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Comment la liste des suppléants de Yewwi Askan Wi va être représentée au sein de l'Assemblée si elle arrive à récolter 50%, c'est une hypothèse qu'il émet, des voix au niveau national? Comment peut-on élire une liste qui n'a que des suppléants? Ça, c'est le monstre qui a été créé par une décision de justice. Tout le monde se pose la question. Parce qu'en réalité, le suppléant, il arrive quand le député est décédé ou il est nommé ministre ou autre chose. C'est très compliqué. On va voir ce qu'on va voir, mais c'est unique dans les annales de l'histoire, cette situation que nous sommes en train de vivre au Sénégal. C'est tout à fait bizarre. Bon, on va voir comment ça va évoluer et peut-être même en tirer les conséquences pour ne plus jamais avoir à faire avec une situation de cette nature. Et puis le temps d'antenne, sa répartition est déterminée par un décret. Le temps d'antenne à la RTS, la radio et la télévision nationale, une liste qui n'a que des suppléants, cela veut dire que ceux qui étaient investis sur la liste des titulaires peut-être n'ont pas droit à un temps d'antenne. Le temps d'antenne vise ceux qui sont investis. Au-delà du temps d'antenne, oui. Ça va réagir sur la campagne électorale. Parce qu'en réalité, si les champions ont été écartés, oui, ça joue à la fois sur la qualité de la campagne et ça joue à la fois sur la qualité du Parlement. Dans un Parlement, si nous voulons que le débat démocratique soit un débat civilisé, institutionnel, dans le Parlement, il faut effectivement et l'opposition et le pouvoir soient représentés et bien représentés. Il me semble que quand on prend une décision aussi, il faut penser à ça, c'est-à-dire la qualité de la représentation. Et c'est extrêmement important d'avoir la qualité de la représentation, d'avoir la légitimité de la représentation. C'est extrêmement important. Or, quand on regarde, effectivement, on peut se poser des questions quand les suppléants vont venir. Ça va faire bizarre, mais voilà, c'est une décision tout à fait absurde qui nous amène à cette situation et qui va jouer sur la qualité de la démocratie au Sénégal. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions aussi. Préoccupation de Djibril Ba, c'est par rapport à la violence. C'est pour ça que je demandais quels sont les gages que vous avez qu'il n'y aura pas de violence pendant la campagne, le jour du scrutin. Mais Djibril Ba dit, après tous ces morts dénombrés, ne devrait-il pas y avoir de punition pour que dans l'avenir, ce genre de choses ne se reproduisent pas? En réalité, il faut ouvrir une enquête chaque fois qu'il y a un Sénégalais qui est mort. Quelle que soit la nature de cette mort, il faut ouvrir une enquête. Depuis le mois de mars, on n'a pas ouvert d'enquête. 2021. Les événements du 23 juin, on n'a pas ouvert d'enquête. Donc, ça va s'accumuler. Et un de ces 4 matins, on va avoir des problèmes peut-être ingérables. Les gens vont être rattrapés par l'histoire. On ne saura même pas comment. Parce qu'il y a quand même des crimes, il faut bien le dire, qui sont imprescriptibles. Et vous allez vouloir aller aux Nations Unies ou sortir ailleurs. Et puis, à partir de ce moment, il y a des pays qui sont compétents par rapport, si vous voulez, à des conventions comme la Convention contre la torture. Ça pose des problèmes. Donc, il faut absolument... Ça aussi, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est de faire des enquêtes, d'avoir une justice impartiale, indépendante, et qui prend des décisions, qui tire toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et il y a des défis sécuritaires aujourd'hui aussi à l'UNITIL. Je suis totalement d'accord. À qui le dis-tu? Dans notre sous-région. C'est pour ça que nous nous sommes impliqués dans la médiation. Oui. Dans la sous-région, avec les défis sécuritaires que nous avons, cette menace diffuse. Ces gens sont partout, y compris chez nous. Certainement où ils se reposent, comme ils faisaient par exemple au Cameroun. Les gens du Boko Haram, ils avaient leur argent au Cameroun, ils achetaient des armes au Cameroun. Les Camerounais ont fermé les yeux, mais quand les conditions étaient mûres au Cameroun, mais ils ont attaqué le Cameroun. Ils l'ont attaqué parce qu'on a créé, si vous voulez, au niveau de la zone des Grands Lacs, une alliance pour lutter contre Boko Haram. Ils ont dit, mais maintenant c'est fait, on attaque. Le Bénin aussi était dedans. Donc, il faut que nous, au Sénégal, la question de la sécurité, j'ai été effectivement le modérateur, si vous voulez, d'une
grande conférence sur la question de la sécurité nationale organisée avec l'ambassade des États-Unis et le ministère de l'Intérieur que j'ai modéré. Comment chaque Sénégalais, personnellement, doit se tenir comme responsable de la sécurité nationale. Il me semble que si on arrive à ça, chacun va protéger la sécurité du pays. Et ça, c'est extrêmement important, cette culture de la réappropriation. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est pas savoir. Au moment où nous avons aujourd'hui des pays qui sont en train pratiquement de basculer totalement, de faillir totalement, et d'imploser totalement, je pense que nous avons la chance, justement, avec ce que nous faisons, oui, de faire extrêmement attention. Justement, est-ce que ce n'est pas pour ça aussi qu'il faut parfois, jusqu'à preuve du contraire, je ne parle pas de naïveté, faire confiance à l'État quand l'État dit « j'ai des informations sur la présence de présumés rebelles à Dakar qui veulent infiltrer les manifestations, j'ai des informations concernant une force dite spéciale qui était prête à saboter les installations de Sénélec à Bel-Air. » Est-ce qu'il ne faut pas donner du crédit aussi à ce type d'informations jusqu'à preuve du contraire? Pour moi, la question de la sécurité d'État, c'est une affaire qu'il faut faire tous les jours que Dieu fait. Maintenant, et là où j'attire l'attention de tout le monde, c'est vrai qu'effectivement, quand nous avons des crises, des éléments tout à fait opportunistes en profitent pour attaquer, parce qu'ils estiment que le pays est faible. Et également, ils attaquent aussi des pays aujourd'hui qui ont des potentialités en matière de ressources minérales. Tout ça, ça joue. Je le sais, ça a joué ailleurs. Il faut que, sur la question de la sécurité, que l'État essaye de partager au moins avec des gens légitimes. Ce partage permet vraiment de dire, écoutez, on n'est pas en train d'instrumentaliser la question de la sécurité ou du terrorisme. Nous avons vu qu'il y a des pays où des candidats à la présidence ont été quand même condamnés pour 20 ans de prison pour terrorisme. Une dame qui était ministre de la Justice, pour ne pas la nommer, Rekia Amadou. Et souvent, quand on était à Amnesty International, on a vu aussi ce genre d'instrumentalisation au Cameroun. Ouais. Donc, que les gens soient vigilants, il ne faut pas vraiment le négliger. Maintenant, mais on a vu que le préfet, cette fois-ci, le préfet de Dakar a été plus explicite. C'est bon, oui, qu'au moins, oui, sur les questions de sécurité, oui, quand on dit la sécurité nationale qui est une affaire de tous, que les gens agissent de manière à faire partager et à permettre à chacun de défendre la sécurité nationale. Je pense que c'est extrêmement important. Et de ne pas donner l'impression que nous sommes dans une crise politique, on profite de la crise politique pour essayer effectivement d'instrumentaliser sur la question de la sécurité, sur la question du terrorisme. Nous l'avons vu. Il y a un minimum de transparence par rapport à ça pour nous permettre de défendre efficacement notre sécurité nationale. Allez-vous rencontrer le président de la République dans les démarches que vous êtes en train de faire? Avez-vous pris rendez-vous? Pas encore, mais nous sommes en train de travailler et puis nous souhaiterions bien sûr rencontrer le président. Moi, j'ai mes canaux pour parler au président des préoccupations communes concernant les questions de sécurité, les questions de géopolitique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement de paradigme sur la géopolitique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui crée énormément de problèmes dans la sous-région. Énormément de problèmes. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sera avec un grand plaisir qu'on rencontrerait le président de la République pour... Il y a des signes, des signaux? Je pense que oui, parce que quand nous avons demandé à le rencontrer, il a réagi immédiatement pour dire, écoutez, moi je voyage, rencontrer le ministre Antoine et le ministre aussi Antoine Diome nous a appelé tout de suite, on a discuté. Et puis nous avons de bons rapports avec le ministre de l'Intérieur, hein. On a réglé beaucoup de problèmes, de manifestations et tout, et je profite de l'occasion aussi pour dire, j'apprécie cette relation que nous avons avec l'État. Alioune Tine est l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Parlons des inéligibilités. Avant de parler de la fin de cette 13e législature avec les adieux de Moustapha Niasse, mais on va y arriver. Khalifa Sall n'a pas pu participer à des élections depuis très longtemps. Karim Wade, qui est à Doha depuis qu'il a été gracié, c'est un sujet qui revient souvent. À un moment donné, on a eu l'impression peut-être que les uns et les autres étaient prêts à aller vers quelque chose. Une loi d'amnistie ou en tout cas une formule qui arrangerait tout le monde. Qu'est-ce qui coince? Écoutez, il faut attaquer
la loi qui les écarte de leur droit à participer aux élections, cette loi, elle est unique. Cette loi, sur le plan constitutionnel, sur le plan du respect des libertés, cette loi ne peut pas prospérer. L'inéligibilité doit être, si vous voulez, c'est une peine complémentaire. C'est comme si on vous dit, bon, écoutez, on vous condamne à 20 ans de prison et à 500 000 francs d'amende. C'est le juge qui le prononce. Si vous dites, on vous condamne à 1 année d'éligibilité, 2 années d'éligibilité, 3 années d'éligibilité, 5 années, c'est comme ça que ça se fait. Et tant que la peine complémentaire n'est pas quand même prononcée par un juge, mais ça veut dire que vous êtes éligible. Les gens s'accrochent sur la loi, mais quand un juge ne dit pas que vous n'êtes pas éligible pendant tant de temps, mais vous êtes éligible. Donc il faut que cette loi-là... c'est tout un débat qui est là. Il me semble qu'il y a cette question qu'il faut voir pour Karim Wade et également trouver les moyens. Parce que ça aussi... Karim Wade lui demande la révision. La révision. C'est vrai que nous, à l'époque, avec la CREI, on avait... Je pense que j'étais avec toi. J'étais avec toi et j'étais président du comité sénégalais des droits de l'homme. Et j'avais quand même été très réservé par rapport à la CREI et à ses compétences. Ce n'est pas possible. La CREI, ce n'est pas un tribunal, c'est un tribunal d'exception. C'est pour ça que partout où l'État va partir dans des pays développés pour demander l'argent auprès des banques, les gens sont réticents. Parce qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, il me semble qu'il faut qu'on travaille de façon sereine sur l'ensemble de ces questions et pour permettre à ces citoyens sénégalais qui font la politique, qui ont une carrière politique, d'avoir la possibilité vraiment de se présenter à l'élection présidentielle. Rendre à Khalifa Sall et Karim Wade Khalifa Sall et Karim Wade. Il faut, pour moi, personnellement, tant qu'un juge n'a pas dit qu'ils ne sont pas éligibles, ils sont éligibles. Cette loi-là, je pense qu'il faut la revoir, il faut totalement revenir sur cette loi qui est une loi totalement unique. Il faut faire des lois où, franchement, les droits fondamentaux de la personne soient respectés. Or, vraiment, cette loi, elle est unique. De mon point de vue, elle est même illégale. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la politique, l'écarter du champ politique pour lui dire, mais vous ne pouvez jamais être élu. Mais ce n'est pas possible. C'est son droit à la participation aux affaires publiques. Quelle formule vous agréerez, vous? Une loi d'amnistie, une révision, puisqu'il y a un des acteurs qui demande une révision, ou c'est une révision peut-être même du code électoral qui... Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Oui. Mais il me semble que le président de la République a les moyens, après une concertation avec les acteurs, les concernés, avec une concertation avec les sachants, de trouver une solution qui permette à Khalifa et à Karim Wade vraiment de participer aux élections, aux prochaines élections. Ce n'est pas normal que Khalifa, qui est le président de la conférence des leaders, qui aurait dû même être tête de liste, soit écarté. Ça fait quand même, qui a été maire de Dakar, qui fait de la politique, je pense, depuis l'âge de 20 ans. C'est dur, c'est extrêmement dur. Mais il y en a aussi qui défendent une autre thèse en disant, mais les hommes politiques ne doivent pas non plus être, sont des justiciables. Je suis totalement d'accord. Oui. Moi-même, je suis d'accord pour que, effectivement, qu'on fasse en sorte que les juges par rapport, je dirais, à l'OFNAC. Mais l'OFNAC, ce qui freine l'OFNAC, c'est en réalité des gens qu'on peut dire entre guillemets et qui sont protégés. Parce que le procureur de la République, tant qu'on ne lui a pas dit, écoutez, jugez ces gens-là, il dit, j'ai donné 17. Il avait dit au procureur Gueye à l'époque. Et de ce point de vue, on est en retard par rapport au Niger. Au Niger, la Alcia, l'équivalent de l'OFNAC, quand elle fait son rapport, elle dépose un exemplaire auprès du président de la République, mais un autre rapport dans les mains du procureur de la République qui est tenu d'ouvrir une information judiciaire si les faits sont suffisamment graves. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que, quand l'OFNAC donne les dossiers au procureur
qu'il ouvre une enquête immédiatement. C'est-à-dire qu'il soit obligé d'ouvrir une enquête. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra... Et ça, l'OFNAC demande que la réforme soit faite dans ce sens. Je ne dirais même pas l'OFNAC. Les députés, que l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut qu'on ait, comme on dit, on est en train de travailler sur, comme on dit, au forum républicain. Mais il nous faut un pacte républicain, démocratique, social et environnemental. Ces questions, ce sont des questions mondiales aujourd'hui. La plupart de nos pays ont des problèmes parce qu'ils sont gangrénés par la corruption, gangrénés par le trafic de drogue. En Afrique de l'Ouest, on le sait. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Kofi Annan et de Obasanjo. Ils avaient terminé, après avoir vraiment enquêté sur la réalité de la drogue en Afrique de l'Ouest, pour dire qu'il faut libérer le cannabis. Il faut légaliser. Ouais. Ça, c'est à la fin du rapport. Legalize it. Legalize it. Donc, pour qu'ils en arrivent là, ça veut dire que la question, c'est une question extrêmement dure. Et aujourd'hui, quand vous allez partout où il y a aujourd'hui la guerre et le terrorisme, mais vous avez une alliance entre le grand banditisme et les terroristes. Jury du dimanche, Alioune Tine, justement, cette législature qui se referme, la 13e, en attendant la 14e qui va arriver après les élections du 31 juillet. Les adieux du président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, un verbatim, hein? Quand arrive le moment où il faut partir, l'opposant n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Ce verbatim de Moustapha Niasse, vous en pensez quoi? Mais j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, c'est très sage ce qu'il a dit. Et notre problème, c'est ça. Notre problème, c'est que l'opposant n'est pas un ennemi. L'opposant, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais qui a, si vous voulez, des convictions totalement différentes, qui a des positions totalement différentes. Et par nature, la démocratie, elle est conflictuelle. Mais c'est une gestion pacifique de ces conflits. Et le lieu, par excellence de la gestion vraiment de ce conflit, c'est le Parlement. C'est bien que Moustapha Niasse ait dit ça. Bon, c'est un grand homme politique, c'est un grand homme de culture que nous saluons aussi parce que quand même on a fait un petit bout de chemin avec Moustapha Niasse. Mais cela dit, quand vous regardez toutes les lois qui ont été adoptées, il n'y en a qu'une qui a été proposée par le Parlement, sur les 5. Et c'est relatif effectivement au règlement intérieur de l'Assemblée. Ça, c'est un. Quand on regarde les crises que nous avons traversées et qu'on s'interroge sur le rôle du Parlement, le rôle du Parlement est éminent. Quand vous regardez la crise des élections aux États-Unis, mais le Parlement a joué un rôle fondamental. Le Parlement, le patron, le chef de groupe des Républicains a dit à Trump, tu t'es trompé. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais quand nous sommes dans ces crises, le Parlement, c'est une des institutions de régulation et une des institutions démocratiques éminentes. Je pense que le Parlement peut jouer un rôle dans les crises que nous traversons. Je le dis tout le temps. Mais dans les crises que nous traversons, moi je dis, mais le Parlement s'est effondré. En mars, rien. Cette fois-ci, rien. Je pense qu'il faut que ça change. Il faut qu'on ait un Parlement de rupture où quand il y a des questions de fond, des problèmes de fond, qu'on puisse avoir quand même des principes qui soient des principes convergents de nature à protéger la sécurité du pays, de nature à protéger la stabilité du pays, de nature à protéger la paix. Parce que ça aussi, ça fait partie des rôles du Parlement. Et là, on ne les voit pas, on ne les sent pas, on ne les entend pas. Même pas de débat à l'intérieur du Parlement. Or, il me semble, c'est ça que je dis, ce dont nous avons besoin le plus pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité, c'est vraiment de réformer les institutions, de faire en sorte qu'on puisse avoir une institution parlementaire qui marche très bien et qui prenne en compte l'intérêt commun, qu'on puisse avoir une justice indépendante, impartiale, qui marche très bien et qui défende l'intérêt commun, et qu'on puisse avoir aussi un État
Parce que un État non partisan, c'est extrêmement important, avec une administration non partisane. On avait commencé à construire cela. Et ça, c'est ça qui va nous sauver. Parce qu'en réalité, on a les moyens de bien vivre au Sénégal avec vraiment les ressources que nous allons avoir. Oui. Si, Justement. avec les ressources que nous allons avoir. En 2023, en août, on devrait avoir les premiers barils de pétrole, les premiers mètres cubes de gaz. C'est en ce moment-là. Le budget 2023 va tenir compte justement. Ce qui veut dire que nous devons asseoir des institutions fortes qui nous permettent effectivement d'avoir une stabilité dans la durée. Et ça... Et un sens des responsabilités aussi. Un sens aigu et élevé des responsabilités des hommes politiques, mais également des citoyens. Parce que aussi, il nous faut aujourd'hui un programme d'éducation civique globale. Très bien. Bonne idée. Au niveau communautaire, la CEDEAO avec la sempiternelle question de la limitation du nombre de mandats présidentiels, la CEDEAO et les changements constitutionnels, la CEDEAO avec des coups d'État sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Quelle est la position d'Alioune Tine, d'Afrikajom, de la personnalité de la société civile que vous êtes? Écoutez, vous faites vos 2 mandats, vous partez. Vous le faites, vous partez, vous assurez la stabilité du pays, vous assurez la paix. Et en réalité, quand vous avez été un homme de qualité qui avait fait des choses très contraires, mais la communauté africaine va avoir besoin de vous, c'est important. La communauté internationale va avoir besoin de vous. Comme disait Abdou Diouf, il y a une vie après le palais. Diouf même lui-même a dit, mais écoutez, je me rends compte que maintenant, vous faites vos 2 mandats et vous partez. Aux États-Unis, c'est 2 mandats de 4 ans. C'est le plus grand pays au monde. D'autres disent en Allemagne, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation, mais le président allemand, il n'a pratiquement pas de pouvoir. La chancelière, non, là, on parle du chancelier. Oui, mais il y a un président. Oui, il y a un président, mais je parle là du chancelier. Ça, c'est le régime. Qui a plus de pouvoir que le président. C'est un régime parlementaire où les gens se mettent. D'ailleurs, la qualité de l'Allemagne, c'est comment ils peuvent se mettre ensemble pour gouverner. C'est-à-dire constituer des coalitions gouvernementales pour gouverner. 2 mandats, vous partez, ce que vous dites vaut pour le Sénégal. Il faut 2 mandats et partir, et il faut également intégrer dans le protocole additionnel ces 2 mandats. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, ce ne sont que des pays francophones. Les pays anglophones, ils n'ont pas ce problème. Additionnel de la CEDEAO. Pour le protocole additionnel, pour l'intégrer, tous les pays anglophones sont d'accord, sauf des pays francophones. Et de ce point de vue, ce que devrait être la position du Sénégal? Le Togo n'est pas un modèle pour le Sénégal. Le Sénégal, en 2015 ou 2016, avait pris l'initiative de dire qu'il faut intégrer les 2 mandats, le protocole. Et vous pensez que c'est ce que le Sénégal doit faire? Le Sénégal est un aujourd'hui champion en matière de démocratie et de droits humains au Sénégal, en Afrique. C'est un champion. Et cette référence-là, il faut tout le temps, effectivement, la montrer, la manifester, un peu partout, chaque fois que l'occasion se présente, aussi bien au plan régional, communautaire qu'international. Ce 3 juillet, dimanche, la CEDEAO va se réunir, les chefs d'État, sur la situation au Mali, en Guinée, au Burkina, mais plus particulièrement au Mali. Une décision est attendue. Le président Goïta, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, un double coup d'État d'ailleurs, a proposé récemment 24 mois de transition. Les femmes leaders maliennes ont rencontré le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, mais aussi membre pour le Sénégal de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller vers une solution définitive sur le Mali et sur quoi? Moi-même, j'ai reçu ces femmes du Mali, je les ai reçues à Bamako, sur la question de la levée des sanctions de la CEDEAO. Je suis d'accord. Et vraiment, je voudrais lancer un appel à notre président, qui est président également de l'Union africaine, d'entendre et de soutenir
les Maliennes, ce qu'elles m'ont dit sur ce qu'elles vivent comme souffrance au Mali à l'heure actuelle, les femmes, sur les violations de leur dignité à cause, bien sûr, de cette situation, dont elles ne sont pas responsables. En réalité, les sanctions, ça touche beaucoup plus les gens les plus pauvres, les plus démunis que les autres, qui n'ont absolument rien fait, qui n'ont aucune responsabilité par rapport à ça. Les sanctions ne sont pas efficaces. Il faut lever les sanctions. Il faut lever les sanctions. Il faut accepter les 24 mois. Pour moi, il faut accepter les 24 mois de transition parce que quand même les Maliens sont en train de travailler en profondeur, qu'on le veuille ou non, pour changer la situation, pour refonder le Mali. Je suis ça. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai. Mais ce que nous recommandons, c'est de faire en sorte que cet équilibre ne soit pas gâché par d'autres considérations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable consensus au Mali pour tout ce qui concerne les problèmes électoraux, le processus électoral. Takuba qui s'en va définitivement, qui quitte le Mali, c'est la fin de Takuba au Mali. Takuba et Barkhane, s'ils partent, s'il n'y a pas d'alternative, il est évident que ça va aussi créer des vulnérabilités pour la protection des populations civiles. Parce que Barkhane... Les instructeurs de Wagner ne suffiront pas. Mais il y a les FAMA aussi, les forces armées maliennes qui sont là. Je reviens sur une chose... Vous semblez ne pas être très très rassuré avec le départ de Takuba, de Barkhane. Moi, je vais revenir sur une chose qui est essentielle. Oui. Vraiment. D'abord, il faut que la sécurité au Sahel soit l'affaire des Sahéliens. Ça veut dire que le leadership revienne aux Africains. Mais le G5 Sahel, ça, c'est un. On sait ce que vaut le G5 Sahel aussi. Hein? Oui, je reviens sur ça. Oui. Le G5 Sahel, ils ont demandé peu d'argent. Mais regardez ce qui est en train d'être investi en Ukraine comme moyen militaire. Si on avait investi à peu près la moitié au Sahel, je pense que ça ferait énormément de progrès. On aurait eu des progrès pour la sécurité et la paix au Sahel. Deuxième chose, vous étiez en train d'énumérer. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les Africains ne peuvent pas être libérés par les autres. L'Afrique ne peut pas être libérée. La question du Sahel, si les Africains ne prennent pas le leadership, s'ils ne coordonnent pas, si vous voulez, la stratégie sécuritaire, s'ils ne sont pas solidaires, s'ils attendent tout simplement en se disant, tiens, le Mali, il règle ses problèmes, le Bénin, ça ne sera pas réglé. C'est une crise régionale qui appelle une réponse régionale, coordonnée, solidaire des États pour s'en sortir. Le drame de Melilla, pour terminer, avec des migrants africains au nombre de 27, où il n'y a même pas d'ailleurs de bilan très très précis, qui sont morts dans des circonstances que nous savons, avec des images choquantes. On a entendu aussi la réaction de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal qui s'en prend un peu quelque part aux migrants en disant qu'ils sont aussi fautifs. Dans ces circonstances, c'est vrai que ça pose problème, mais ce drame... Très profondément choqués, oui. Très profondément indignés quand on regarde ces images de jeunes Africains qui partent. Je pense qu'il y a deux réflexions qu'il faut faire. Sur le caractère un tout petit peu abstrait de la protection des droits de l'homme, de leur universalité. Ça veut dire que ça ne s'applique pas aux Africains. Ça ne s'applique pas aux Africains. La plupart d'entre eux, ce n'est pas seulement des migrants, c'est des demandeurs d'asile. Parce qu'il y avait des Soudanais là-bas. C'est un pays en guerre. Donc, c'est un problème d'abord pour l'Europe. Et c'est un problème également pour nous. Qu'est-ce qui fait que les jeunes perdent espoir ici, dans nos pays, en Afrique, pour aller subir les pures humiliations et je dirais même pour prendre si vous voulez, des décisions qui parfois sont des décisions totalement suicidaires. Je pense que la question de la jeunesse, c'est une question... Nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur la question des inégalités sociales. Je dirais que quand je dis de pacte républicain, démocratique,
social et environnemental. Nous n'avons pas un pacte social Ouais. qui règle la question de la marginalisation des jeunes et des femmes. Très bien. Et nous, avec Oxfam America, nous avons un bon programme, Yobolo Ouais. député, Ouais. et nous allons travailler sur ces questions en interrogeant les parlementaires qui sont candidats, les listes qui seront candidats. Une question personnelle pour vous, parce qu'elle est posée par les followers qui disent, mais quand est-ce qu'Alioune va prendre sa retraite? Moi, je suis retraité. J'ai ouvert un petit institut Oui. qui s'appelle Africa Jom Center, Oui, où je reçois des jeunes, il n'y a que des jeunes, hein, des jeunes doctorants. absolument. Et voilà, ça me permet de contribuer à la réflexion. Et de transmettre. Et de transmettre, exactement, de transmettre Très bien. toute l'expérience. Et c'est que pour nous ça avons. que j'ai un coup de cœur avec la bande de Gaël Papa Babacar Mbaye qui s'active beaucoup. Un match de gala, Tilabok, pour un climat politique apaisé et une meilleure participation des jeunes dans les instances de prise de décision, les jeunes de la société civile face aux jeunes leaders politiques de partis divers. Un match ce samedi 2 juillet au terrain de Sacré-Cœur. C'est beau, hein? C'est une très belle image. Mais En tout cas, c'est mon coup de cœur. Ils m'ont demandé de donner le coup d'envoi. Ben, très Et bien. à 16h, j'irai donner le coup d'envoi à ce match. Ben voilà, c'était le coup de cœur et pour terminer cette émission, JDD. Et par rapport à la retraite, Oui. pour moi, la retraite, c'est la tombe. Bon, que Dieu vous prête une très longue. Amen. On a besoin de vous à l'ultime. Amen. Merci d'être venu et revenu au jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibrakan, iRadio, ITV, imedia.sn, au texte Babacar Fall, à la photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Biram Pouy, Fatima Taba, réalisation technique Sidignan et Iba Marcel. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.